Bonjour à tous et à toutes. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Je pense que quelques personnes arriveront un petit peu au compte-gouttes, mais on va commencer notre deuxième table ronde. Merci à tous ceux qui nous viennent de nous rejoindre en présentiel et en ligne. Rapidement pour me présenter, je suis Mathilde Jourde, chercheuse à l'IRIS et à l'Observatoire Défense et Climat, dans le cadre duquel j'ai participé à la rédaction de cette note. J'ai le plaisir d'être la modératrice de cette table ronde aujourd'hui sur la gestion de l'eau et les conflictualités. Et du coup, on s'est dit aujourd'hui qu'il serait intéressant de se pencher sur la manière dont les sécheresses et le stress hydrique sont des facteurs chrysogènes et des sujets de tension croissants, avec les changements climatiques notamment. Et donc, l'idée de cette table ronde, c'est de comprendre les différentes interactions entre conflictualité et eau, à l'échelle nationale aussi, bien que transnationale, et de réfléchir aux différentes mesures à mettre en place pour éviter et prévenir certaines tensions. On va notamment se demander comment les politiques de gestion de l'eau et les particularismes des différents pays d'Europe du Sud peuvent exacerber ou au contraire atténuer les risques comme les conflits d'usage par exemple. Donc pour répondre à ces questions, on a la chance d'avoir avec nous quatre experts des enjeux sécuritaires liés à l'eau. Julie Trottier, qui est derrière nous en ligne, qui est directrice de recherche au CNRS à l'unité Prodigue, enseignante à Sciences Po Paris et spécialiste des problématiques de l'eau, notamment en Israël et Palestine. Franck Galland, à ma gauche, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, officier en réserve opérationnelle au grade de lieutenant-colonel, affecté en qualité d'expert au CETIN. Dario à ma droite, Salinas Palacio, docteur en géopolitique de l'Université de Paris 8, directeur eau et climat chez Cassini Group et chercheur associé à l'Institut français de géopolitique. Dario, vos recherches portent au sens large sur la gouvernance de l'eau et les conflits autour de l'eau dans les milieux semi-arides, notamment en Espagne et au Mexique. Et enfin, Alexis Guilpard, chargé du réseau eau et milieux aquatiques à France Nature Environnement, qui est la Fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement. Donc, dans un premier temps, on va procéder comme la première table ronde. On va laisser la parole à nos invités. Et ensuite, dans un second temps, on vous donnera à vous, auditeurs, l'opportunité de rebondir sur les interventions et de poser vos questions. Donc, Julie, je me permets de vous laisser la parole pour démarrer cette table ronde. Merci, vous m'entendez? Oui, parfait, merci. Merci beaucoup. Je ne croyais pas que je serais la première à parler. Vous souhaitez que je prenne la parole pendant combien de temps? Si vous avez 10 minutes, c'est parfait. D'accord. Donc, je vais me chronométrer, sinon je peux parler toute la journée. Bien, merci beaucoup d'être là. Merci de vous intéresser à ces questions. Je crois que le premier mythe qu'il faut vraiment éliminer d'emblée, c'est des guerres interétatiques pour l'eau. Dès les années 90, le chercheur américain, le professeur Aaron Wolf de l'Université du Colorado avait bien montré, il a fait une cartographie de tous les bassins versants partagés par des États. Et il était financé pour faire un inventaire des guerres de l'eau. Et c'est un peu gênant pour lui, puisqu'il était financé pour le faire, c'est qu'il n'en a pas trouvé. Par contre, il a trouvé beaucoup de coopération entre États concernant l'eau. Il a même trouvé des États comme le Pakistan et l'Inde 3 fois en guerre, et pendant qu'ils étaient en guerre, ils continuaient à collaborer pour gérer l'Indus. On a aussi l'exemple d'Israël et la Jordanie qui, des années et des années avant leur traité de paix de 1994, collaboraient au sujet du Jourdain. Par contre, ce qu'on a, c'est une utilisation de l'eau comme cri de guerre. C'est-à-dire que quand les historiens analysent les documents déclassifiés par les États pour vraiment comprendre les raisons d'une entrée en guerre, qu'est-ce qui a poussé les membres du gouvernement de décider, par exemple, ça a été beaucoup étudié dans le cas d'Israël et la guerre de 67. Est-ce que c'était vraiment une question d'eau? Eh bien non, l'eau n'apparaît nulle part dans les considérations qu'il y a eu en 1967. Par contre, du moment que les territoires ont été occupés par Israël, là, vous avez eu des politiciens comme Raphaël Eitan qui ont acheté des pages entières de publicité dans les journaux pour dire nous ne pouvons pas évacuer les territoires occupés parce que nos enfants mourraient de soif. Donc, c'est utilisé après coup comme propagande pour justifier une occupation. Mais pour l'instant, le mythe des guerres interétatiques pour l'eau, il faut vraiment
considéré, c'est un mythe qui malheureusement a une popularité en France qu'elle a perdue ailleurs dans le monde parce qu'il a été bien battu en brèche. Par contre, des conflits concernant l'eau qui puissent devenir violents, oui, malheureusement, je crois on en a déjà beaucoup et on va en avoir de plus en plus. Parce que si les États sont capables de collaborer en matière d'eau, c'est parce qu'ils partagent un imaginaire sociotechnique. Et dans cet imaginaire sociotechnique, les États vont souvent voir l'eau comme un intrant qui doit être utilisé dans l'activité qui va générer le plus de valeur ajoutée. Et vous avez d'autres acteurs dans la société qui vont adhérer à un imaginaire sociotechnique différent, qui vont considérer que l'eau, c'est tout d'abord un flux qui va suivre une trajectoire au travers de l'environnement et qu'au travers de cette trajectoire, des interactions essentielles au maintien du vivant vont se faire. Dans le sol, on a plus que 24% de la biodiversité du monde. Dans les zones humides, on a 40% de la biodiversité du monde. Et cette biodiversité n'est pas anodine parce que la biodiversité du sol est essentielle pour que les végétaux puissent pousser au-dessus du sol. Et cette vie végétale est essentielle pour que les animaux puissent exister au-dessus du sol. Et donc, certaines solutions que certains gouvernements prennent, par exemple dans le plan eau 2023, on avait les méga-bassines qui étaient supposées se multiplier sur le territoire français, ou la réutilisation des eaux usées. C'est, elles peuvent paraître une solution utile au sein d'un imaginaire sociotechnique où l'eau est perçue comme un intrant, simplement, un intrant comme un autre, et qui doit donc être consacré à générer la plus grande valeur ajoutée possible. Mais dans un autre imaginaire sociotechnique, c'est perçu comme un effondrement très rapide, une cause très rapide d'un effondrement très rapide des écosystèmes et donc littéralement de la disparition du vivant. Euh, les mégabassines ont créé énormément de conflictualité, en fait, ce choix des mégabassines. Et on l'a vu d'ailleurs à Sainte-Soline. Et ce qui est assez paradoxal dans une situation comme celle-là, c'est qu'on voit que ceux qui s'opposaient aux méga-bassines étaient porteurs de l'intérêt général. On pourrait s'attendre à ce que l'État défende l'intérêt général. Et c'est là où on risque d'avoir beaucoup de conflits qui pourraient devenir de plus en plus violents. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit les mêmes conflits apparaître partout dans le monde. Si on regarde la Tunisie, si on regarde les territoires palestiniens, si on regarde la France, on a trois situations économiques très différentes, trois histoires très différentes, trois climats vraiment différents. Et pourtant, on retrouve les mêmes dynamiques avec les mêmes conflits. Vous avez partout une tendance à avoir un État ou un proto-État qui va appuyer des agribusiness, sachant que l'agriculture partout dans le monde, c'est le plus grand consommateur d'eau, hein. Et parce qu'il faut distinguer utilisation de consommation. Et, euh, et partout, on va avoir des États qui vont faire la promotion d'irrigation destinée de produits destinés à l'exportation. Et ça peut être décrit comme un choix d'exporter de manière virtuelle de l'eau vers d'autres pays. Et ça peut être un bon choix quand on examine la question au niveau d'échelle internationale, mais quand on regarde les ramifications des conséquences de ces choix au niveau local, ça peut souvent être très catastrophique. Et ce qu'on voit, c'est qu'en Tunisie, on a une série de grands barrages dans le bassin de la Medjerda, qui est leur bassin tout à fait stratégique, hein. Et ces barrages alimentent essentiellement de l'irrigation, ce qui sert à nourrir l'Europe. Le peuple tunisien est nourri par l'agriculture pluviale. On voit le même développement côté palestinien, avec l'apparition, le tsunami de palmiers dattiers qui recouvre toute la vallée du Jourdain et qui espèrent se nourrir en irrigation des eaux usées qui sont la seule ressource croissante là-bas, parce qu'Israël a fait un choix de dessalement d'eau de mer massif. Et donc a cette impression qu'il pourra augmenter de manière illimitée la fourniture d'eau potable à une population qui pourra donc continuer à croître de manière illimitée.
Et si on augmente la consommation d'eau, l'utilisation d'eau potable, là, c'est pas de la consommation, on augmente forcément la quantité d'eau usée qui est produite. Et donc, il y a ce choix d'acheminer les eaux usées jusqu'à la vallée du Jourdain pour cultiver des palmiers dattiers pour l'exportation. Et partout dans le monde, lorsqu'on voit ça, on voit des problèmes au niveau local qui vont devenir assez violents. Ça a été le cas en France, c'est le cas en Tunisie, c'est le cas en Palestine, et on pourrait trouver beaucoup d'autres exemples dans le monde. Donc, des conflits de plus en plus violents, malheureusement, oui. Entre États, non. Mais entre des acteurs non étatiques et des États, oui. Et entre acteurs non étatiques, entre eux aussi. Ça, on va probablement voir de plus en plus avec une augmentation du stress hydrique. Alors, il me reste seulement une minute avant que j'ai épuisé mes 10 minutes. Est-ce que je dépeins simplement un avenir sans espoir? Non. Si on conçoit le problème différemment, si on considère que face au changement climatique, nous devons d'urgence réarranger nos interactions avec le flux de l'eau de manière à placer le maximum d'utilisation de l'eau non consommatrice par les humains et par les non-humains en amont des utilisations consommatrices. Là, oui, on pourra probablement euh, apaiser euh, tous ces conflits. Et oui, on peut s'en sortir, ça c'est certain, mais il faudra repenser, critiquer l'imaginaire sociotechnique qui jusqu'ici a été hégémonique. Merci beaucoup, Julie, de votre intervention, de nous avoir expliqué aussi quelle perspective il faut adopter et comment est-ce qu'on devrait apprendre à regarder les conflits liés à l'eau, adopter le bon angle, le bon prisme. Et du coup, je vais me tourner vers vous, Franck Galland, pour savoir, pour avoir un éclairage notamment sur le lien entre conflit et eau, mais savoir quelles solutions sont développées notamment par les États pour augmenter et accroître leur résilience face aux risques sécuritaires du stress hydrique. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci à l'Iris de son invitation pour ce séminaire fort intéressant, vous en conviendrez. Je pense qu'on est tous ici convaincus que l'eau est un sujet aujourd'hui de sécurité collective. C'est un sujet stratégique et en particulier sur la rive sud de la Méditerranée, puisque c'est le sujet qui m'a été demandé de traiter ce soir. Euh, on a, depuis une trentaine d'années, sur ce bassin de la rive sud de la Méditerranée, une, clairement une diagonale de la soif qui s'est développée, qui part de Tanger, qui traverse toute l'Afrique du Nord et qui va jusqu'au Proche-Orient, y compris jusqu'au Liban aujourd'hui. Et puis elle continue son chemin puisqu'elle se termine au nord-nord-est de la Chine. Explosion des demandes due à la démographie, due à la multiplication des usages et notamment l'usage de l'eau à vocation agricole, mais pas que. Et dans un contexte de changement climatique aggravé où, comme l'a dit Nicolas Stern, ce brillant économiste d'Oxford, le changement climatique s'exprime en température, mais il se traduit en manque d'eau. Ou à l'inverse, en trop plein d'eau, c'est exactement ce que Valence et sa région ont subi avec 500 litres d'eau par mètre carré. D'aucuns disent que c'est du jamais vu. Effectivement, avec une telle intensité, c'est du jamais vu, mais ces épisodes d'orages méditerranéens arrivent en saison des pluies, c'est-à-dire en octobre-novembre, tous les ans. Rappelons-nous la tempête Alex qui a touché l'arrière-pays niçois, 630 mm enregistrés en 24 heures. C'est du jamais vu en France sur le pourtour méditerranéen, mais ça a touché une zone montagneuse, rurale, et non pas une zone densément peuplée comme l'était Valence. Donc stress hydrique, oui, mais à l'inverse des pluies tropicales où il est capable de pleuvoir l'équivalent d'un an en moins de 24 heures. Et ces événements-là vont être amenés, je le crains, à se multiplier. Alors, si on revient au stress hydrique, aujourd'hui, je vais prendre un exemple éminemment parlant, qui est celui du Maroc. Vous savez, quand le maréchal Lyotet était résident général, premier résident général de France à Rabat en 1912, il avait cette phrase extraordinaire, gouverner, c'est pleuvoir. Gouverner, c'est pas prévoir au Maroc, gouverner, c'est pleuvoir. Quand Sa Majesté Hassan II accède au trône, le Maroc compte 7 barrages. En 1967, en 1997, le Maroc compte une centaine de barrages. Sa Majesté Hassan II a lancé véritablement plusieurs décennies hydrauliques
de retenue pour pouvoir capter les eaux de pluie et faire en sorte que sa population ait de l'eau. Parce qu'en France, nous avons des problèmes de riches. Malheureusement, on va dans le mur sur le sujet de l'eau, mais ça serait bien trop long à vous expliquer ce soir pourquoi. Mais en tout cas, il faut se comparer à des pays qui sont à 2h30, 3 heures d'avion, et notamment au Maroc, parce qu'on a beaucoup à apprendre de leur manière de s'être adaptés à une situation particulièrement aiguë en matière de stress, ou à l'inverse de gestion des crues. Donc, politique de développement hydraulique, de barrages, mais aujourd'hui, ces barrages ne suffisent plus. Le Maroc connaît depuis 7 ans une sécheresse quasiment ininterrompue. Vous avez des retenues hydrauliques qui sont remplies à 20%, à 30%. Donc, qu'est-ce qu'a fait son fils, Sa Majesté Mohamed VI? Il s'est lancé à corps perdu sur deux choses: la réutilisation des eaux usées, beaucoup plus avancée qu'en France. Savoir qu'aujourd'hui, les espaces verts de Rabat sont arrosés avec des eaux usées, que les voiries sont nettoyées avec des eaux usées. Et au-delà de ça, le dessalement est clairement aujourd'hui la solution d'ultime recours pour un pays comme le Maroc. Ça ne vous a pas échappé que les relations France-Maroc se sont soudainement améliorées, et tant mieux, après cette période de bruit inacceptable. Et le président Macron a présidé une cérémonie de signature d'une grosse station de dessalement qui devrait naître sur Rabat-Salé, 800 000 mètres cubes jour. Ça sera une des plus grosses d'Afrique. Ça sera la plus grosse d'Afrique et sans doute la plus grosse du monde. Mais elle vient succéder à la pose de la première pierre par le prince Hassan, le fils de Sa Majesté Mohamed VI. Le 10 juin dernier, il a présidé à l'inauguration de la plus grosse station de dessalement annoncée, 800 000 mètres cubes jour à la fin de 2028 sur Casablanca. Pourquoi? Parce que le Maroc n'a plus d'autre choix. C'est clair. Donc, je veux bien qu'on pour reprendre le dessalement. Aujourd'hui, le dessalement, c'est dans le monde 20 000 usines. C'est chaque jour 115 millions de mètres cubes d'eau dessalée. Et on estime qu'en 2030, sur la rive sud, sur la seule zone Méditerranée, donc rive nord, rive sud, vous aurez 30 à 40 millions de mètres cubes qui seront dessalés par jour. C'est environ 34% des capacités actuelles. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, Malte en dépend à 100%. L'Algérie, j'ai beaucoup travaillé en Algérie quand j'étais directeur de la Sûreté de Suez, où j'ai passé 10 ans. On a signé les eaux d'Alger le 1er mars 2006. Et en 2008, quand on arrivait en baie d'Alger, on avait une station de dessalement. Pourquoi? Parce que le président Bouteflika avait fait de l'eau une priorité, et de 2002 à 2012, aucun État en développement n'a développé autant d'infrastructures en eau que l'Algérie après la Chine, et notamment le dessalement. Alors, si on va un peu plus à l'est, vous avez le grand État de dessalement de la rive sud de la Méditerranée, qui est l'État d'Israël. Aujourd'hui, Israël a trop d'eau grâce au dessalement. C'est assez formidable parce que quand on lançait l'opération Litanie au sud Liban en 1979, elle s'appelait Litanie parce qu'il fallait aller jusqu'au Litanie, voilà, jusqu'à la rivière Litanie. Bon, aujourd'hui, Israël ne rentrera plus en guerre à cause d'un manque d'eau. Euh, Ils sont en surcapacité grâce à 5 grosses stations de dessalement, la première ayant été à Ashkelon en 2005, c'est 300 000 mètres cubes jour. Et il est intéressant de noter que lors de l'exposition universelle de Dubaï, c'est passé un peu inaperçu, et c'est bien dommage parce qu'on a eu un bel exemple d'hydrodiplomatie où, sous parrainage américain, Israël signait avec l'État de Jordanie pour exporter 200 millions de mètres cubes par an issus des stations de dessalement vers la Jordanie, en échange de quoi la Jordanie, dans son désert, dans ses déserts et dans le Wadi Rum en particulier, développait des fermes solaires pour exporter l'énergie solaire vers l'État d'Israël. Malheureusement, à l'évidence, depuis Gaza, tout ça s'est arrêté. Mais c'était une belle illustration des accords d'Abraham, voilà, qui rapprochaient Israël du monde arabe, de la Jordanie et en particulier aussi du Maroc. Donc voilà un grand État aujourd'hui qui est maître en la matière de dessalement, dont les entreprises d'ailleurs développent des coopérations avec des États qui vont de plus en plus utiliser le dessalement, et notamment la Chine. Aujourd'hui, le dessalement, c'est 1,5% de la production d'eau chinoise, d'eau douce chinoise, et les Chinois ont annoncé un gros programme de dessalement parce qu'ils en ont éminemment besoin pour leurs besoins en eau, à la fois domestiques, agricoles, mais aussi énergétiques. On a beaucoup de centrales nucléaires en Chine, je ne vous fais pas de dessin. Et quand vous savez que la moitié de la population chinoise est une population vivant dans des provinces côtières, vous pouvez espérer beaucoup de, entre guillemets, de merveilles du dessalement, même si j'y reviendrai, il y a énormément de contraintes.
Donc, pour revenir à cette rive sud, voici un exemple israélien, comme Israël est devenu maître en la matière de la réutilisation des eaux usées, puisque 87% de ces eaux usées sont aujourd'hui recyclées, avec la plus grande station de traitement d'eau usée, de réutilisation d'eau usée au monde, qui est Shavdan, qui alimente en eau 70% du Negev et environ 2 millions de personnes. Alors, il y a un État, et moi je vais un peu m'inscrire en faux avec les propos de ma consoeur juste avant. Oui, on va rentrer en guerre à cause de l'eau. C'est très clair aujourd'hui, et le plus premier exemple, ça va être ce qui va se passer en Égypte. Parce que la situation en Égypte est catastrophique en raison de ce barrage Renaissance qui rentre en phase d'exploitation au territoire éthiopien. Vous allez avoir le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique, euh, qui a été inauguré alors que les rues du Caire étaient en proie au plus grand chaos en 2011, dont la première turbine a été inaugurée 2 jours avant l'intervention russe en Ukraine. Donc, autant vous dire que la communauté internationale avait un peu de autre chose à faire que de regarder ce qui se passait entre Égypte et Éthiopie. L'Éthiopie, aujourd'hui, est toujours sur une position unilatérale de gestion de son ouvrage, c'est-à-dire on est très très loin de ce qui se passe sur le fleuve Sénégal avec l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, où 4 États coopèrent en gestion concertée d'ouvrage. Non, l'Éthiopie continue son chemin seul, et ça, l'Égypte ne peut absolument pas le tolérer. Il est impossible que l'Égypte, aujourd'hui, n'entre pas en phase de tension aiguë sur ce barrage qui porte atteinte à sa sécurité, à sa souveraineté. 98% de l'alimentation en eau de l'Égypte viennent du Nil. Et ce barrage aura des conséquences sur une baisse du débit du Nil en entrée du territoire, d'abord soudanais et ensuite égyptien. Donc c'est un casus belli, c'est une épée de Damoclès sur la tête du président Sisi, et ils en font une affaire de sécurité nationale. Donc on attend la dernière phase du remplissage du barrage Renaissance en Éthiopie l'été prochain. On va voir ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, le président Sisi est même critiqué par ses alliés, par la rue du Caire, sur le fait, président, vous n'avez pas été suffisamment ferme avec l'Éthiopie. Il est intéressant de voir qu'il y a quelques semaines, un accord stratégique, politique et militaire a été signé entre l'Égypte, euh, l'Érythrée, ennemi historique de l'Éthiopie, et la Somalie contre l'Éthiopie. Et c'est ce qui motive euh, ce barrage Renaissance, entre autres motive la signature de cet accord. Alors, là aussi, le dessalement va permettre de se sortir d'une situation compliquée. L'Égypte a annoncé, pour compenser des baisses de débit d'entrée dans son territoire, des capacités de dessalement à marche forcée. Et ça a été confié à l'armée égyptienne pour faire sortir de terre très, très, très rapidement des stations de dessalement de façon à récupérer des masses d'eau. Donc, on voit bien que le dessalement, aujourd'hui, c'est l'ultime recours. C'est une arme de souveraineté, de sécurité. Vous savez, aujourd'hui, 60% des capacités de dessalement installées sont dans les pays du Golfe. C'est 40% de la production mondiale. Des États comme le Qatar, 99% de leur alimentation en eau viennent du dessalement. Si leurs 3 stations de dessalement sont par terre à cause d'une pollution en mer d'Arabie, une cyberattaque ou je ne sais quoi, le Qatar est à genoux. Mais même chose aujourd'hui de l'Arabie Saoudite. Mohamed Ben Salman a lancé des programmes de dessalement sur sa côte ouest, parce que sa côte est était à la fois vulnérable par rapport à des frappes iraniennes potentiellement, mais aussi de plus en plus en ligne de mire des Houthis. Et il le fait pour des raisons de sécurité nationale. Les Émirats, deuxième producteur mondial d'eau dessalée dans le monde, ils sont excessivement vulnérables. Ces gens-là ont 5 jours de réserve en eau. Il faut bien vous mettre ça en tête. Donc, ce dessalement est clairement aujourd'hui en phase excessivement exponentielle. On estime qu'entre aujourd'hui et 2028, ce sont des chiffres que j'ai exhumés pour vous, très récents, on va avoir en gros dans le monde 43 milliards de dollars de dépensés en dépenses d'investissement pour de nouvelles stations de dessalement, dont 29 milliards seront positionnés sur l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Donc c'est 68% des montants. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, même si le dessalement a des conséquences lourdes sur les écosystèmes marins, ça a été dit précédemment, avec des rejets de saumure. 1 litre d'eau dessalée, c'est 1,5 litre de saumure. Avec des produits biocides, parce que bah, effectivement, les produits nécessaires au maintien des membranes, bah, ça part en mer. Vrai problème. Mais on va de plus en plus vers des projets de zero discharge, c'est-à-dire qu'on essaye
de concevoir des stations de dessalement demain, et je pense, parce que c'est mon approche un peu saint-simonienne, je crois que le progrès humain passe par la technologie. Et donc, on y arrivera. Nos stations de dessalement demain seront zéro discharge, parce qu'on a l'obligation d'y arriver. Comme, parce qu'on parle beaucoup de l'empreinte énergétique aujourd'hui du dessalement. Attendez, il faut être sérieux, ça fait 25 ans que je travaille dans le domaine de l'eau potable. Effectivement, le processus de distillation, il y a 30 ans, c'était 12 kWh par mètre cube. Aujourd'hui, vous descendez à 2,5 kWh par mètre cube en osmose inverse. On estime que traiter de l'eau aujourd'hui sur de l'eau brute qui vient d'une surface ou souterraine, vous êtes à 0,5 kWh par mètre cube. Et que la réutilisation des eaux usées, c'est 1 kWh par mètre cube. Donc, vous voyez, de 2,5 à 1, on n'est quand même pas si loin. On est passé de 12 à 2,5. Demain, qu'est-ce qui se passera dans 20-30 ans? On aura de plus en plus de couples solaires dessalement et de couples SMR dessalement, c'est-à-dire des petits réacteurs nucléaires, parce qu'on y vient aussi, qu'ont fait les annonces des grands de la tech, les GAFAM, qui ont voulu, pour leur data center, aller vers du nucléaire miniaturisé et, entre guillemets, privatisé. Donc, clairement, le dessalement, encore une fois, je préférais vous dire que c'est quelque chose qu'il faut qu'on utilise en ultime recours, mais il y a des endroits, objectivement, où on n'a absolument pas le choix, on n'a plus le choix. Et je vais terminer en vous parlant, parce que là, on était sur des stations fixes de dessalement. Moi, je suis un parfait convaincu de la nécessité d'avoir des stations mobiles de dessalement. Pourquoi? Les catastrophes qu'on a vécues il y a quelques jours en Espagne font que les qualités d'eau sont excessivement dégradées sur une longue durée et qu'il y a uniquement par un processus d'osmose inverse qu'on va permettre de donner aux gens de l'eau de qualité potable. Donc il faut absolument que nos unités militaires de sécurité civile, nos régiments se préparent à gérer des événements climatiques d'exception avec des moyens mobiles de potabilisation à base d'osmose inverse. Un groupe comme Veolia récemment a pris la décision, et c'est tant mieux, d'avoir à disposition une station de dessalement mobile qui fait en gros, vous êtes à 600 mètres cubes jour, c'est du 25 mètres cubes heure. C'est déjà assez costaud. Et heureusement que ce type d'opérateur a pris cette décision, parce que rappelez-vous ce qui s'est passé en 2022, où on a redécouvert en France ce qu'était une sécheresse. Hein. Le 1er août 2022, on avait 1260 cours d'eau à sec quand même, avec beaucoup de communes généralement inférieures à un millier d'habitants privées d'eau, et en particulier les îles du Ponant. Alors, les gens habitués à la côte atlantique voient exactement où sont les îles du Ponant, hein. Elles ne sont pas en Océanie, non, non, ce sont nos petites îles, de l'île Dieu jusqu'à l'île de Groix, etc. Et ces îles ont manqué d'eau. Alors, pas l'île Dieu, parce que l'île Dieu est alimentée par une conduite depuis le continent, mais le jour où cette conduite aura un pépin, eh ben, effectivement, les 50 000 habitants l'été manqueront d'eau. Mais c'est typiquement l'île de Groix. Il n'avait pas plu à Groix. Les réserves étaient remplies à 15% au niveau de l'eau de pluie. Et il a fallu en urgence acheminer une station de dessalement. Et là, alors qu'on produisait de la qualité d'eau potable, tenez-vous bien, il a fallu qu'on dessale, qu'on produise de l'eau potable, qu'on la remette dans le réservoir et que à partir de là, ça reparte sur un circuit normal du cycle de l'eau. Donc là, on a d'un point de vue administratif des comportements qui marchent un peu sur la tête, mais bon, c'est ainsi. Mais en tout cas, il nous manquait pour l'alimentation en Île-de-Groix, à cause de ces sécheresses de 2022, des capacités mobiles de dessalement. Voilà, j'étais un peu trop long, mais juste pour vous dire que c'est clairement la solution qui va être en phase exponentielle, qu'on le veuille ou non. Et je terminerai juste que la France ne peut pas, à mon sens, faire fi de cette nécessité vitale d'avoir une réflexion sur le dessalement. L'Espagne a les premières capacités de dessalement européennes. Vous avez aujourd'hui 700 stations de dessalement en Espagne, dont 70 en bord de mer. Chaque jour, ils dessalent 5 millions de mètres cubes. Et je vous pose la question, si Barcelone n'avait pas sa station de dessalement à 200 000 mètres cubes jour, qu'est-ce qui se serait passé au printemps dernier? C'est-à-dire au printemps dernier, Barcelone n'avait plus d'eau, n'était plus que sur une jambe, sa station de dessalement. On en était à prévoir une alimentation en eau depuis euh, cette ville qui a dramatiquement subi les inondations à Valence. C'est-à-dire, on envisageait de prendre de l'eau de Valence, qui était reconnue comme ce qui se faisait sans doute de mieux en matière de gestion de l'eau,
que ce soit en termes de dessalement, en termes de taux de fuite, etc. Maintenant, tout est à refaire, malheureusement. Et on envisageait de prendre cette eau produite à Valence et de la ramener en bateau à Barcelone. Donc Barcelone a une station de dessalement, on a un territoire qui s'appelle les Pyrénées-Orientales qui est en train de mourir, mesdames et messieurs, à cause d'un manque d'eau. L'eau à vocation agricole, l'eau à vocation touristique, et on attend, parce que effectivement, dans nos ministères, on estime que le dessalement, c'est un tabou en France, il ne faut pas en parler. Eh bien, je pense que ce soir, il est intéressant d'en parler. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Franck Galland, de nous permettre d'amorcer ce débat-là et d'avoir probablement introduit une série de questions pour la deuxième partie de notre table ronde. Je me tourne vers vous maintenant, Dario, euh, pour que vous nous parliez un petit peu de la manière dont ces problématiques-là se matérialisent justement en Espagne et que vous nous parliez un petit peu plus de ces enjeux pour ce pays-là. D'abord, bonjour à tous et à toutes. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous et toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Et merci beaucoup à l'IRIS pour m'avoir invité sur cette conférence que je crois que c'est vraiment d'actualité. En fait, je vais faire une présentation un peu pour montrer le contexte géopolitique de l'eau en Espagne. Je crois que c'est assez pertinent de voir cet éclairage, surtout ici en France. Je suis, comme Julie avait mentionné, l'Espagne est un exemple remarquable de comment, depuis une trentaine d'années, on assiste à des différents conflits sur l'eau, pour le partage de l'eau, entre différents acteurs, entre l'État, les régions, et des usagers, des mouvements de la société civile. Et je crois que ce qui s'est passé récemment, malheureusement à Valence, avec la route froide exceptionnelle qu'il y a eu à Valence, bah, on peut voir quels sont certains enjeux qu'en Espagne, bah, il faut réfléchir, non? Notamment tout ce qui est la question de l'aménagement du territoire et aussi les conflits qu'il y a entre les gouvernements nationaux et les régions. Donc, je vais utiliser surtout des cartes pour mieux montrer de quoi on parle, pour bien situer quelles sont les dynamiques et l'évolution de la question de l'eau en Espagne. Pardon? Oui. Non. Je sais pas si... Oui, c'est la... Pardon. Ouais. Bon, en fait, j'avais mis sur la présentation deux photos qui montrent un peu deux aspects très remarquables qui se sont passés en Espagne depuis une vingtaine d'années. D'une part, on a un aménagement hydraulique qui s'appelle le transfert Taj Segura. C'est actuellement la première source de conflit entre différentes régions et usagers en Espagne. Et en parallèle, on voit une manifestation qu'il y a eu à la ville de Murcie dans les années 2010 à peu près, qui était contre un mouvement de la région de Castilla-La Mancha pour modifier son constitution régionale, ce qu'on appelle le statut d'autonomie, qui voulait mettre une espèce de réserve hydrique pour protéger les ressources en eau de la région et indirectement éviter la transférence de l'eau entre la Castille et la Méditerranée, entre la région de Valence et Murcie. Donc, ces deux photos montrent un peu cette tension sociale, politique, économique qu'on a en Espagne. Vous passez. Donc, tout d'abord, quelques aspects clés à retenir sur l'Espagne. Euh, Au niveau européen, l'Espagne se situe plus ou moins dans la moyenne aux habitants par rapport à des pays comme l'Italie, et l'Allemagne ou la France. Ce qui est vraiment caractéristique, c'est qu'en Espagne, on a une variabilité climatique assez importante par sa position géographique.
Donc, on est une grande partie du territoire, presque le 80% du territoire est soumis à des périodes de sécheresse qui s'accruent avec les changements climatiques. Cette caractéristique géographique bah, fait qu'il y a une désinégalité dans la répartition des ressources hydriques dans les territoires. Donc, comme vous pouvez voir dans la carte, on a une façade nord, on voit les bassins versants en Espagne, où il y a des ressources en eau assez disponibles. Et la plupart du territoire, il y a quand même une stress hydrique, notamment dans les régions du sud et de l'est de la Méditerranée. Mais quelque chose qu'il faut aussi tenir en compte, c'est que l'Espagne a développé toute une politique de développement socio-économique basée sur le contrôle de la ressource et la consommation de la ressource, surtout axée sur l'irrigation et les activités urbano-touristiques. Donc, l'Espagne est l'un des premiers consommateurs en eau en Europe, notamment par 4 millions de surfaces d'irrigation et presque 5 millions de touristes qui arrivent chaque année, notamment dans la Méditerranée en période estivale. Mais un autre aspect à tenir en compte, c'est que l'Espagne a eu une évolution politique qui a favorisé l'émergence de ces conflits. D'une part, on a passé d'un État central pendant la dictature à un État qui est en train d'évoluer, un État régionaliste, autonomiste. Donc, on verra comment les régions vont commencer à avoir plus de pouvoir dans les basculements de politique nationale. Et finalement, il faut tenir en compte une autre échelle au-delà de la géopolitique interne de l'Espagne, c'est que les 60% de bassins versants en Espagne sont partagés avec le Portugal. Et en même temps, l'intégration européenne implique la mise en place de la directive Cas sur l'eau, qui va aussi créer des rivalités de pouvoir entre les différents acteurs, hein. Donc, comme je disais, l'Espagne, depuis la fin du 19e siècle, l'eau est devenue une question d'État en Espagne. Il y avait un mouvement qui s'appelait le mouvement régénérationniste, qui, dans le contexte de la fin de l'Empire espagnol, avec la perte de Cuba et Philippines en 1898, bah, voulait promouvoir la renaissance de l'Espagne et il fallait faire ça à travers les contrôles de la ressource et le développement de l'irrigation. Il fallait reproduire, on va dire, les huertas du Levant espagnol. Cette politique est vraiment intégrée dans les représentations géopolitiques de l'État. D'ailleurs, il y a un slogan de la Fédération des irrigants espagnols qui dit en république, en monarchie ou en dictature, il faut tout le temps arroser. En fait, cette politique a pris beaucoup d'ampleur à partir des années 60, avec le développement de nouvelles techniques de pompage de l'eau et surtout avec la construction des barrages. Et d'ailleurs, Franco, il était appelé Francisco, c'est le nom de Franco, et Grenouille, parce qu'il inaugurait beaucoup de barrages tout le temps. Donc, en 40 ans, entre 1950 et les années 2000, l'Espagne a doublé sa capacité de stockage. Presque les 50% de les écoulements des eaux en Espagne on a la capacité de les stocker. Mais aussi, il a développé de l'irrigation un peu partout, dans des milieux historiquement sèches ou semi-arides, provoquant des pénuries d'eau dans certains territoires et surtout des déséquilibres territoriaux très importants qu'à partir des années 90, on verra une explosion des conflits entre les régions. Sur la droite, vous pouvez voir une carte qui montre aussi la gouvernance de l'eau. C'est important de comprendre que l'État est, elle est responsable de la planification de la gestion de l'eau en Espagne à travers les plans de gestion des bassins
à travers les alliances de bassin comme ici en France. Mais en parallèle, les communautés autonomes, les régions, ont de compétences qui sont transversales à la ressource. Pas des compétences sur l'aménagement du territoire, bon, ça c'est plutôt les communes, mais sur des questions liées par exemple à l'irrigation, à l'environnement, et au développement des activités touristiques. Et comme je disais, des fois, les intérêts peuvent être divergents, y compris au sein du même parti politique, comme on verra par la suite. Sur la carte sur votre droite, cette carte montre tous les bassins versants qu'il y a en Espagne. Donc, en couleur marron, ça veut dire que c'est des bassins versants qui sont partagés entre plusieurs communautés autonomes, donc c'est l'État qui est le responsable de faire la gestion, comme je disais par rapport aux alliances de bassins, tandis que dans les couleurs gris, dans les bassins versants qui sont en couleur gris, c'est des bassins versants qui se trouvent à l'intérieur d'une seule communauté autonome, ben, comme c'est logique dans les archipels de îles Baléares aux Canaries, ils ne partagent pas des bassins versants. C'est la région qui va avoir la compétence pour gérer les ressources en eau. Donc, dans ce contexte des années 90, on aura une période de sécheresse très importante dans la péninsule ibérique. Ça sera une des premières fois qu'on aura de coupures d'eau dans plusieurs villes dans le sud de l'Espagne. Et il y aura aussi beaucoup de dégâts économiques pour l'agriculture. Et ça sera la première fois que cette consensus sur utiliser l'eau pour développer l'économie sera mis en question. D'une part, parce qu'on était déjà dans un pays démocratique, donc plus de démocratie et plus de conflits. Et d'autre part, parce qu'il y avait aussi la naissance des mouvements sociaux, des mouvements qui avaient une autre façon de concevoir la gestion de l'eau, des autres paradigmes. Je parle par exemple du mouvement Nouvelle Culture de l'eau, qui est un mouvement créé en Europe, mais très actif en Espagne et au Portugal, qui va commencer à influencer les politiques de l'État. Mais dans ce contexte des années 90, l'Espagne va faire son premier plan hydrologique national en démocratie. Bon, une tentative, mais le Portugal, qui sera aussi concerné par cette sécheresse, sera contre et finalement sera mis à part. C'est dans des années 2000 que les rivalités entre les partis politiques et les régions vont avoir plus d'ampleur à cause d'un nouvel plan hydrologique national en 2001 avec la construction d'un transfert d'eau vers le bassin de l'Èbre, vers la Méditerranée. On le voit sur la carte, c'est tout au long de la Méditerranée. Et cette plan hydrologique, et cette transfert d'eau prévoyait de donner beaucoup plus de ressources en eau pour les régions de la Méditerranée qui avaient des pénuries d'eau pour tout le développement des activités urbaines touristiques et les surfaces d'irrigation. Mais en 2004, un changement de gouvernement, les socialistes dans ces cas-là, vont remplacer ces transferts d'eau pour la mise en place des usines de dessalement financées par l'Union européenne. Et c'est là où l'Espagne va avoir toute une décennie de rivalités entre des régions situées à la Méditerranée qui normalement votent au parti de droite et qui réclament plus d'eau pour développer leurs activités et des régions de l'intérieur de l'Espagne qui sont isolées du développement économique parce qu'ils ne sont pas sur le littoral. Et c'est l'Espagne à faible densité, c'est un peu l'Espagne rurale qui réclame plus des infrastructures d'eau pour mettre en place plus de surfaces d'irrigation. Mais ces régions de l'intérieur ont souvent un vote vers les socialistes, tandis que au niveau national, ces dernières années, on aura des clivages entre les gouvernements de droite et de gauche concernant des questions comme le changement climatique ou la mise en place de la directive CAS sur l'eau. Donc, un exemple remarquable de ces rivalités, c'est, comme je disais au début de la présentation, c'est les transferts TAS-REGUDA.
Cet aménagement hydraulique qui dévie de l'eau de la monte du Tage, c'est le fleuve qui traverse la péninsule ibérique et qui se jette vers Lisbonne, transfère de l'eau vers le sud-est de l'Espagne, donc le sud d'Alicante, Valence, de la région de Valence, la région de Murcie et Andalousie orientale, donc Almeria. C'est là où il y a presque les 40% de production de fruits et légumes en frais, qui sont le 90% orientés vers l'exportation et vers l'Europe, plus aussi une importante industrie touristique. Donc, les remplacements de ce transfert d'eau a créé tout un imaginaire collectif dans ces régions-là, toute une représentation géopolitique sur la manque d'eau qui mobilise les citoyens, surtout en période électorale et en période de sécheresse. Comme disait Franck avant, malgré que les sous-Indiens allemands ont évité des problèmes d'approvisionnement en eau pendant la période estivale. D'ailleurs, cette partie de l'Espagne, c'est une des milieux avec plus de pénurie d'eau de l'Europe, mais n'a pas subi de restrictions pendant la dernière sécheresse qui a touché une grande partie de la péninsule ibérique, et c'est grâce aux sous-Indiens allemands. Mais par contre, les sous-Indiens allemands ne sont pas bien vus pour les agriculteurs parce que il faut appliquer un prix à l'eau qui vient par la normative européenne et le prix est 6 fois plus cher par rapport aux transferts d'Asegura. Donc, ces lobbies agricoles ou touristiques, ou même dans le cas du TAGE, des mouvements sociaux et écologiques en défense de l'environnement, vont, vont influencer les politiques régionales en Espagne et en même temps vont faire basculer les politiques de l'État. Donc, une des questions actuellement qui est plus relevant dans les conflits internes à l'Espagne, c'est l'effet de la mise en place de la directive cadre sur l'eau, notamment la fixation des débits écologiques en fonction du parti politique qui est au pouvoir. Ces débits écologiques vont être plus élevés au plus bas. Et c'est parce que plus qu'on augmente les débits écologiques, et plus il y a moins d'eau à transférer ou moins d'eau pour utiliser pour les activités de consommation en eau potable ou économique, non? Donc, la législation européenne a introduit une complexité dans la politique interne de l'Espagne et en même temps, l'Espagne a eu beaucoup de retard dans la politique européenne de l'eau à cause de conflits internes, y compris aussi avec les relations avec le Portugal, parce que les bassins transfrontaliers entre l'Espagne et le Portugal sont aussi soumis par la mise en place des débits écologiques. D'ailleurs, récemment, ça fait 2 semaines, il y a eu un nouveau accord entre l'Espagne et le Portugal pour adapter les débits écologiques plus avec la situation actuelle des écoulements des eaux dans les fleuves ibériques. Donc, je crois que dans le cas de l'Espagne, on a vu qu'il y a eu des stratégies qui ont été très performantes. D'ailleurs, la crise des années 90 a fait que l'État investit beaucoup dans la modernisation des infrastructures. Par exemple, dans les bassins du Segura, presque les 90% des eaux usées sont réutilisées. Et les 70% de l'irrigation en Espagne utilisent des techniques de technification efficaces, comme le goutte à goutte ou l'aspersion. Mais c'est vrai que on n'a pas arrêté d'augmenter la surface d'irrigation. Donc, la diminution des ressources en eau reste très faible, tandis que, comme on a mentionné précédemment, il y a une diminution des ressources en eau disponibles. Donc, l'Espagne, c'est un exemple de réflexion sur les modèles d'hydroconsommation et aussi sur les enjeux internes de gouvernance entre différents acteurs, surtout en période de sécheresse, mais aussi parce que l'eau est une source de mobilisation, de sensibilisation de la population qui favorise
que les partis politiques l'utilisent pour mobiliser l'électorat à un moment de sélection. Et je finis ici pour laisser la parole à mon dernier intervenant et je vous laisse après pour des questions. Merci. Ouais, ouais, Merci. Bonsoir à toutes et tous et merci à l'IRIS pour l'invitation. Euh, alors, hop, voilà. Euh, je travaille à France Nature Environnement. Donc, on est une fédération d'associations de protection de la nature et de l'environnement. On fédère plus de 6000 associations, y compris à un niveau local et très local, partout en France et dans les Outre-mer. Et donc moi, je suis en charge d'animation d'un réseau voilà, de tout ce monde-là autour des questions d'eau. Donc j'ai quelques diapos sur lesquels je m'appuie. Il y a aussi des cartes, hein. On va avoir beaucoup de cartes ce soir. Mais je démarre quand même mon intervention plutôt sur un chiffre. Et c'est ce chiffre de moins 14%. C'est la baisse de la ressource en eau renouvelable disponible en métropole entre deux périodes, donc la période 90-2000 et globalement la période 2000-2018. Donc là, en une trentaine d'années, on a perdu quand même un sacré volume d'eau renouvelable. Alors, l'eau renouvelable, en fait, c'est l'eau qui est utilisable, c'est-à-dire l'eau qui est sur un territoire donné, qui tombe une fois qu'on a retiré celle qui s'est évaporée et celle qui a ruisselé ailleurs. Donc la baisse de la ressource en eau renouvelable, ça peut à la fois être moins d'eau qui tombe, mais aussi moins d'eau qui s'est infiltrée, qui s'est retenue dans les sols, euh, ou moins d'eau qu'on a su retenir et qui est partie plus vite vers l'océan. Et c'est aussi, donc c'est pas seulement parce qu'on a tendance à dire rapidement, le réchauffement climatique, c'est moins d'eau en été et un peu plus d'eau en hiver. Et en fait, c'est pas seulement ça. Et une grosse partie de cette baisse de la ressource renouvelable en eau, c'est finalement plus d'évaporation, notamment à l'automne. C'est-à-dire on a des automnes plus doux. Et donc la période de recharge des réserves, notamment des nappes souterraines, a tendance un peu à démarrer plus tard. Et ce chiffre-là, il doit nous alerter parce qu'en fait, c'est un chiffre qui a été publié sur le site du ministère en pleine sécheresse en 2022. Finalement, à ce moment-là, il est un peu passé inaperçu. Donc, nous, on a tendance à beaucoup le souligner. Ça reste une moyenne très nationale. Et donc, en fait, il y a une très grande variabilité selon les territoires, hein. Il y a certains territoires de la métropole qui ont perdu beaucoup plus de ressources en eau et d'autres un peu moins. Mais ça doit nous alerter, on doit faire face globalement à moins d'eau disponible. Et moins d'eau disponible, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on tombe forcément moins, mais ça veut dire qu'il y a un moment, que ce soit par nos infrastructures humaines, mais aussi par nos milieux naturels, on n'arrive pas à la retenir, cette eau, quand elle tombe. Deux petites cartes sur lesquelles je pense que c'est intéressant de se pencher. À droite, vous avez la zone de répartition des eaux, c'est-à-dire les ZRE, c'est des territoires où finalement il y a une décision préfectorale qui notifie ce territoire en ZRE. Ça peut être soit pour des eaux souterraines, soit des eaux de surface, soit les deux. Et donc, c'est finalement une reconnaissance du fait qu'il y a un déséquilibre chronique et que dans ces territoires-là, on a tendance à prendre plus d'eau que ce que les milieux peuvent nous donner. Et donc, il faut assurer un partage et un suivi assez précis de l'eau. Et c'est une carte qui date de 2018 et qui n'a toujours pas été réactualisée depuis. On voit globalement que c'est un peu la carte des conflits actuels, voire un peu des conflits à venir. Il y a tout le Grand Sud-Ouest, hein, c'est là où il y a beaucoup de conflits sur l'usage de l'eau. On voit aussi que les Pyrénées-Orientales sont un peu en ZRE, mais pas complètement. Et on voit aussi que l'arc méditerranéen, donc la table ronde d'aujourd'hui, ça porte plutôt voilà, sur les milieux méditerranéens. Finalement, sur le statut ZRE, jusqu'ici, ils sont un peu épargnés. Alors pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de sécheresse. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un climat sec, mais ça veut dire par contre qu'on a su acheminer sur ces territoires-là de l'eau, notamment avec toute l'infrastructure hydraulique des canaux de Provence, etc., qui viennent prendre l'eau plutôt
des Hautes-Alpes, de la Savoie, etc., enfin du bassin du Rhône globalement, et qui vont amener cette eau-là. Pareil, sur toute la plaine de Limagne, là, on n'est pas en ZRE, alors que c'est des zones qui connaissent beaucoup de problèmes de sécheresse dans l'ex-région Auvergne. Sur la carte de droite, on a une carte, on va dire, un peu plus actualisée, parce qu'on n'est pas en 2018, on est sur une carte qui couvre la période 2012-2022. Et en fait, plus on va vers le rouge, plus on a été un certain nombre de fois en arrêté de crise sur ce territoire. Donc les territoires qui sont en jaune, ils ont été une à deux fois entre 2012 et 2022 en période de crise, c'est-à-dire que la préfecture a émis un certain nombre de restrictions. Et quand on est en rouge foncé, on a été 9 à 11 fois, c'est-à-dire en crise tous les ans, c'est-à-dire que la gestion de crise en fait est devenue la norme, ce qui devrait nous interroger. Et là, on voit qu'il y a un certain nombre de territoires, euh, plus justement dans le bassin du Rhône, en Provence, etc., qui ont connu quand même des périodes de crise, mais qui ne sont pas encore aujourd'hui en ZRE. Donc ça nous montre quelque chose. D'une part, il n'y a quasiment aucune région qui aujourd'hui peut se dire je suis épargné par le risque sécheresse. Ça, on l'a bien vu en 2022. Euh, et là, j'insiste encore, hein, cette carte sur la droite, ça ne veut pas dire que les régions qui sont en jaune ou en blanc ont peu de sécheresse, mais ça veut dire qu'on n'a pas forcément atteint ce niveau de restriction. Mais par contre, il y a eu voilà, il y a eu de la vigilance, il y a eu des alertes, et on risque d'en avoir encore. Donc on a un territoire où globalement, on a déjà des situations de crise qui sont parfois fréquentes, parfois annuelles, et donc qui sont susceptibles ou qui génèrent des tensions. Et on a un nombre de territoires qui risquent de le devenir et en fait sur lequel il faudra avoir un œil. Alors, encore une autre carte qui finalement va un peu caractériser une pression extrêmement importante sur la ressource en eau. Alors souvent, quand j'interviens à une table ronde, on me dit, bah, tu vas encore nous parler d'agriculture, il n'y a pas que l'agriculture sur la tension en eau. Mais d'un autre côté, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, parce que c'est, on le voit là, finalement, au cœur de l'été, quand il y a l'eau qui vient à manquer, que les cours d'eau risquent d'être à sec, hein, qu'on est en période d'étiage, c'est souvent là qu'il y a une pression d'irrigation qui est forte. Et donc là, c'est la part d'eau consommée en période estivale. Et donc on voit qu'il y a certains territoires, en fait, on approche les 100% de l'usage de l'eau, on est entre 80 et 98% de l'eau consommée, c'est-à-dire l'eau prélevée qui ne revient pas au milieu, qui est d'origine agricole et précisément de l'irrigation. Ça veut dire que si on fait des grands plans de lutte contre le stress hydrique qui va mobiliser l'industrie, le tourisme, l'usage domestique, en fait, on va agir sur entre 10 et 2% si par ailleurs on laisse les vannes ouvertes pour l'eau d'irrigation. Alors je ne dis pas que l'irrigation n'est pas sous certaines contraintes réglementaires aujourd'hui, hein, il y a un certain nombre de contraintes, mais en tout cas, c'est le volume sur lequel il faut agir si on veut préserver notamment les milieux naturels, les écoulements dans les cours d'eau. Et c'est aujourd'hui le secteur qui n'a pas d'objectif de réduction de prélèvement dans le plan eau. Quand vous prenez Emmanuel Macron avait présenté devant le barrage de Serpenson en 2023 le plan eau voilà, en annonçant vraiment la France se met aux économies d'eau. Et le soir même, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, était au congrès de la FNSEA et a bien souligné, nous on a appelé ça un peu la contre-soirée du plan eau, il a bien souligné le monde agricole, on a un objectif de sobriété à l'hectare, ça veut dire on doit réduire finalement la quantité d'eau qu'on arrose, mais par contre, à l'échelle du pays, on pourra continuer de prélever autant. Ce qui est d'une part un peu inquiétant et puis d'autre part n'est pas vraiment un discours de vérité vis-à-vis du monde agricole, parce qu'en fait, il y a des territoires qui n'ont pas le choix que de réduire leur prélèvement agricole. Donc de dire à l'échelle nationale du pays, l'agriculture pourra continuer à prélever autant d'eau, ça ne voulait pas dire grand-chose. Mais disons que voilà, c'était un discours assez politique. Et donc, on a voilà, une irrigation qui finalement représente d'une part au national 50% de l'eau consommée dans l'eau estivale. Et, euh, et on a aussi finalement des territoires qui aujourd'hui consomment beaucoup d'eau et demain vont être le plus soumis à la sécheresse. Ça veut dire la marge de manœuvre pour s'adapter et pour réduire ces prélèvements, il faut qu'elle arrive vite et il faut qu'elle soit forte. Et aujourd'hui, on a quand même globalement une assez mauvaise connaissance des prélèvements, hein. On a une Banque nationale des prélèvements en eau qui n'arrive pas à nous indiquer vraiment quel type de culture à l'échelle d'un territoire met ou pas la ressource en eau sous tension. On sait qu'il y a certaines cultures
c'est un peu la caricature, mais le maïs qui nécessite des prélèvements au cœur de l'été et qui est encore la grosse culture irriguée, même s'il est en régression, eh ben, c'est souvent là où il y a du maïs qu'il y a de la tension sur la ressource, mais ce n'est pas non plus la seule culture sur laquelle il faut se focaliser. Et on n'a pas non plus une connaissance du prélèvement à une échelle de temps qui permettrait finalement d'intervenir voilà, entre agriculture, entre exploitation, de souligner s'il y en a qui prélèvent trop par rapport à d'autres. Enfin, donc, il y a même un défi, là, je dirais, de connaissance et de gestion un peu en direct de la ressource. On a surtout un enjeu vraiment de l'évolution d'un modèle agricole. Et là, je vais prononcer un mot qui n'a pas encore été prononcé ce soir, qui va vers la sobriété. Parce que on, on a l'impression que aujourd'hui, il y a un manque d'eau, il faut sécuriser cet accès à l'eau pour continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et on ne se pose pas la question finalement de certains choix qui permettent de vraiment réduire le prélèvement et donc de réduire la demande en eau. Et vis-à-vis de ça, sur la question de la conflictualité locale et du stress hydrique, j'ai un peu traité le sujet en deux groupes de risques. Il y a d'abord le risque de la maladaptation. Et comme je viens de le dire, en fait, s'adapter au changement climatique, s'adapter à la raréfaction de la ressource en eau, c'est pas garantir un statu quo. Et on entend vraiment souvent parler de euh, sécuriser la ressource en eau, garantir un accès à l'eau. Et alors, d'une part, c'est un peu une promesse qu'on n'est pas sûr de pouvoir tenir parce que ce soit avec des infrastructures hydrauliques, et on l'a vu hein, avec certains exemples qui ont été évoqués, c'est pas parce qu'on fait des barrages qu'ils sont en capacité de se remplir. Euh, et d'autre part, il y a certaines cultures irriguées, en fait, quand on atteint un certain niveau de canicule, même si on arrose, ça ne permet pas à la plante physiologiquement de bien croître, hein. Donc, c'est-à-dire, on va arriver dans certaines régions où on peut en fait se poser la question de est-ce que on peut continuer à faire du maïs, non pas seulement parce qu'on a de l'eau ou pas, mais parce qu'il sera en capacité de pousser si on l'arrose. Donc il y a vraiment des choix qui sont à faire. Et je dirais que l'enjeu de l'adaptation, ou le risque de la maladaptation, si on prend ça sous forme de risque, c'est pas seulement une question technique, c'est pas seulement une question de choix de combien on va faire d'ouvrages hydrauliques. Est-ce qu'on va ou pas sur de la réutilisation d'eau usée traitée? Est-ce qu'on va ou pas sur du dessalement? C'est plutôt des choix politiques. Parce que donc là, j'ai mis un schéma en fait de ce que nous, on considère comme des pratiques agroécologiques qui iraient vers une agriculture qui à la fois consomme moins d'eau et à la fois permet au sol de mieux retenir l'eau, de mieux l'infiltrer, de mieux la redistribuer. C'est un petit schéma voilà, un peu classique, hein. On maintient du couvert végétal permanent, on plante des haies, on réduit le drainage. En fait, ça, c'est pas seulement. Alors, il y a du choix technique, il y a de l'agronomie, il y a du choix de machinisme et de filière qu'on développe ou pas. Mais c'est aussi un choix politique, en fait. C'est-à-dire, la politique aujourd'hui dépend beaucoup de financement public. Donc, les politiques publiques ont un pouvoir, en fait, de planification et de construction de filières de demain. Euh, donc, faire le choix de faire un ouvrage hydraulique de stockage d'eau et de continuer à irriguer des cultures dont on ne sait pas si elles vont encore pouvoir être irriguées pendant les décennies à venir, plutôt que de faire une transition agroécologique qui comporte des risques, qui comporte la nécessité d'investir, de reconstruire des filières qui parfois ont disparu, je pense aux filières légumineuses, de aussi mobiliser notamment la force d'achat des pouvoirs publics, je pense à tout ce qui est restauration collective, etc. C'était un peu ce qui était prévu dans la loi Egalim, de dire les territoires accompagnent la transformation agricole, c'est quelque chose qui n'est pas très abouti. Euh, Finalement, voilà, on est sur un enjeu plutôt politique que technique. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas aussi des choix techniques à faire ou pas, et tous peuvent être discutés, mais finalement, il y a aussi le choix de la sobriété. Et vraiment, le choix de la sobriété, c'est pas seulement aller vers quelque chose qui consomme moins d'eau. Par exemple, le goutte à goutte pour l'irrigation, c'est plutôt un choix technique, c'est pas un choix de sobriété. Le choix de sobriété, ça va être de se dire, est-ce que je peux agir vraiment sur la demande et non pas le besoin en eau? Et donc là, c'est aussi le point sur lequel j'aimerais insister, quand on parle de limites qu'on peut se fixer, etc., il faut différencier ce que c'est que le besoin de la demande.
Moi, j'ai besoin de 2 litres, 2 litres et demi d'eau par jour pour boire, pour ma physiologie. Quelques litres en plus pour me laver, pour voilà. Je peux avoir, si j'ai un potager, besoin d'un peu d'eau pour arroser des légumes de maraîchage. Par contre, laver sa voiture, remplir sa piscine, arroser un golf, tout ça, c'est pas des besoins. Alors l'entreprise ou la collectivité qui va développer cette activité-là, elle va présenter ça comme un besoin, mais c'est une demande en fait, c'est pas un besoin. Avoir une réserve d'eau pour éteindre des incendies, on peut plutôt associer ça quand même peut-être à un besoin, parce qu'on se dit, voilà, la société dans laquelle on est a besoin d'éteindre des feux. Par contre, voilà, sur l'agriculture, est-ce qu'on a besoin d'irriguer de la vigne ou pas? Est-ce que c'est un besoin alimentaire que de boire du vin ou est-ce que c'est un plaisir? Donc après, il ne s'agit pas de dire on renonce à certaines choses. C'est pareil pour les canons à neige, pour la neige artificielle dans les stations de ski. On n'est pas forcément sur quelque chose auquel il faut complètement renoncer. Par contre, c'est dans le dimensionnement, c'est questionner vraiment ce qui relève du besoin et ce qui relève de la demande. Et la sobriété, c'est vraiment agir sur la demande. Le dernier groupe, je terminerai là-dessus, sur la notion de conflictualité avec le stress hydrique. L'autre paquet de risques, au-delà de la maladaptation, que je vois, c'est le risque d'affaiblissement du droit et de l'état de droit. Alors, le premier sujet avec l'eau, c'est qu'aujourd'hui, dans le Code de l'environnement, il y a une hiérarchie des usages qui est définie, donc justement, qui va caractériser un peu ce qui relève du besoin et de la demande. Et aujourd'hui, il est assez remis en cause. C'est-à-dire, théoriquement, la hiérarchie des usages de l'eau, c'est on maintient un accès à l'eau potable, un accès sanitaire et sécuritaire, notamment pour les incendies, qui est priorisé. Ensuite, on garantit un bon état des milieux naturels, un bon fonctionnement des écosystèmes. Et une fois que tout ça est garanti, le reste des volumes qui sont disponibles, on se le répartit entre usages économiques et non économiques. Aujourd'hui, il y a une pression assez forte de la profession irrigante pour faire remonter finalement l'usage agricole de l'eau à un usage prioritaire, à un usage qui serait nécessairement d'intérêt général. Alors voilà, je l'ai déjà dit, hein, mais nourrir un méthaniseur, nourrir de l'élevage intensif à l'étranger parce qu'on a exporté du maïs ou produire de l'alcool, c'est pas forcément un usage prioritaire, y compris voilà, agricole. Ça contribue sûrement voilà, au bien-être économique des exploitants agricoles, mais c'est quelque chose à réfléchir. Et donc, cette remise en cause de la hiérarchie des usages de l'eau, elle est assez inquiétante. Et il y a un affaiblissement derrière du droit là-dessus, parce que finalement, on en perd un peu les notions derrière lesquelles on a construit le Code de l'environnement. L'autre affaiblissement du droit possible, je termine, euh, c'est réellement le non-respect du droit par l'État lui-même. Et ça a été dit un peu par Juliette au début de la table ronde, Julie, pardon. Les États, finalement, on pourrait supposer qu'ils sont dans la défense de l'intérêt général, mais en fait, ils ont voilà, une sensibilité assez hydrotechnique. Et donc, pour eux, finalement, on peut aller contre le code de l'environnement pour développer certains ouvrages. Et finalement, il se trouve que c'est dans ce cas-là des associations comme les nôtres qui vont au contentieux et qui font appliquer la loi et qui font retirer à des préfets des autorisations environnementales qui avaient été délivrées voilà, contre contre la loi. Mais derrière ces décisions de justice, donc nous on gagne au tribunal, on est content, on a des, parfois des ouvrages qui sont reconnus illégaux. Je pense au barrage de Caussade dans le Lot-et-Garonne, mais c'est aussi le cas des, des bassines, enfin donc des retenues dites de substitution en Charente-Maritime de l'association syndicale des Roches, où on a fait tomber l'autorisation environnementale. Les ouvrages ont quand même été construits euh, parce qu'ils n'ont pas voulu attendre la fin du contentieux. L'autorisation de remplissage est reconnue illégale, mais les ouvrages sont quand même remplis et l'eau est quand même utilisée. Donc, en fait, on a un État qui, derrière, laisse faire un peu. On a, donc, on a un affaiblissement même de
du droit et de sa capacité à protéger finalement les milieux, et protéger les milieux, c'est l'intérêt général. Et il y a aussi finalement le non-respect du droit, plus là, une échelle locale, des arrêtés de restriction, c'est-à-dire on a des associations d'irrigants qui, en pleine sécheresse 2022, ont appelé à désobéir aux arrêtés de restriction et à irriguer quand même. Il n'y a pas forcément eu voilà, des sanctions à la mesure du message affiché. Il y a eu aussi des préfets qui ont commandé des études, et je pense on est dans les Pyrénées-Orientales, ont commandé des études pour déterminer le débit écologique qu'il faut laisser passer et qu'il faut laisser à la rivière finalement pour son bon fonctionnement en aval d'un barrage. Mais le préfet désobéit à la propre étude qu'il a commandée en autorisant finalement un débit moindre. Et donc c'est nous qui sommes qui sommes obligés d'aller au tribunal pour faire entendre que bah, le préfet désobéit aux propres recommandations des études qu'il commande. Donc voilà, on est sur des situations où finalement bah, l'affaiblissement de l'état de droit, c'est aussi un peu l'affaiblissement de l'ambiance démocratique, j'ai envie de dire, et donc c'est des conflits à venir. Et c'est un peu aussi bah, l'autre pendant de ça, c'est que quand on laisse faire finalement, euh, j'insiste beaucoup sur des conflits agricoles, mais il y a pas que cela, euh, on se retrouve pris là vraiment dans des tensions qui relèvent un peu du sécuritaire, parce que donc, on n'est pas sur des tensions entre États, mais par contre on est sur des tensions entre groupes sociaux, entre certaines organisations agricoles ou certains collectifs qui soit vont s'en prendre à l'État, vont s'en prendre aux préfets, vont s'en prendre aux agences de l'eau, vont aussi s'en prendre à nos associations. Donc là, la photo qui est là, c'est le siège de notre association à Toulouse, de notre fédération régionale Occitanie. Donc ça date d'il y a même pas un mois. Voilà, ils se sont pris du fumier et des menaces assez salées, on va dire, de la part de la coordination rurale, donc il y a un syndicat agricole qui est assez véhément. Et vraiment, la question de l'eau cristallise vraiment la conflictualité entre ces agriculteurs, et encore une fois, ce n'est pas tous les agriculteurs, et nos associations, alors que nous, on cherche justement à repousser ce clivage qu'il y aurait entre, d'une part, la protection de l'environnement et d'autre part, l'agriculture. Je veux dire, on travaille avec beaucoup d'agriculteurs et ça se passe très bien. Donc là, c'est plutôt, voilà, on parlait en début de table ronde de l'adhésion à différents imaginaires hydrotechniques. Bah, là, je pense qu'on y est. Et donc, derrière ça aussi, bah, c'est pourquoi est-ce que c'est pas pour nous victimiser hein, que je souligne le fait qu'on soit beaucoup intimidé et enfin, on peut vraiment parler d'agression parce qu'on attaque nos locaux. Parfois, ce sont voilà, les présidents d'associations qui se retrouvent avec du fumier dans leur jardin, des menaces de mort, des mannequins pendus. Enfin, j'en passais des meilleurs. Euh, il y a derrière aucune suite qui est donnée d'un point de vue légal, c'est-à-dire les enquêtes, elles s'éteignent. On est obligé de rappeler régulièrement au ministère de l'Intérieur que c'est un sujet, que ça ne profite pas à un dialogue apaisé sur l'eau. Et ce double laisser-faire d'un côté, quand on est côté administratif, droit de l'environnement, voilà, on envoie un message que bah, finalement, les restrictions, l'adaptation, ce sera pour plus tard, continuer de faire comme avant. Et d'autre part, laisser finalement se développer une tension très forte envers des acteurs de la société civile organisée comme nous, euh, pour, enfin, voilà, sans qu'il y ait de suite qui soit donnée. C'est aussi créer les conflits de demain, j'ai envie de dire. Je vais finir là-dessus, j'ai peut-être été un peu long, désolé. Merci beaucoup Alexis pour cet éclairage et nous avoir apporté un peu plus d'informations sur le rôle de la fragilisation du droit dans les conflits et dans l'accroissement des violences sur les enjeux hydriques. Je vais vous laisser la parole à vous, auditeurs présentiels et en ligne, pour poser vos questions ou aussi vous à cette table ronde pour voilà, poser vos questions si vous avez des... Je crois qu'il y a... en face. Donc, j'ai une question pour Monsieur Galland, qui a défendu le dessalement de façon très, très vive. Quelle est actuellement la répartition au niveau de l'énergie utilisée pour le dessalement entre les énergies fossiles et les autres types d'énergie actuellement? C'était ma première question. Et puis j'ai une deuxième question pour Monsieur Guiltard. C'est concernant la connaissance que l'on peut avoir en France
des différents forages, de tous les forages qui peuvent exister, des autorisations de prélèvement et des comptages qui sont faits à partir de tous ces forages et de l'évolution qu'on peut en avoir d'une année sur une autre. Une autre. Alors, je vais peut-être faire un rectificatif. Je ne suis pas un ardent défenseur du dessalement. Je vous dis juste que quand il n'y a plus de choix, comme un certain nombre de pays de la rive sud de la Méditerranée, mais on pourrait parler aussi de la Californie aujourd'hui, qui est cinquième puissance économique de la planète, qui a un PIB devant celui de l'Allemagne, qui n'a plus d'autre choix que d'aller vers le dessalement. Ils viennent d'inaugurer à San Diego la plus grande station de dessalement, la seconde après les États-Unis. Et vu que nous avons un nouveau président américain, je pense que il va, comment dire, s'impliquer sur la tâche pour multiplier les stations de dessalement aux États-Unis. Donc encore une fois, c'est une solution d'ultime recours. Les mots de sobriété ont été prononcés. On m'avait demandé de traiter du dessalement. J'aurais pu traiter les problématiques de sobriété et surtout de réduction des fuites dans les milieux urbains, puisque sur la rive sud, ça a été dit, mais on a donné le chiffre de 30%. Il est largement sous-estimé. Et si on ajoute à ça malheureusement les conséquences des guerres qui prennent les infrastructures hydrauliques comme cible, soit directe, soit collatérale, je ne vous raconte pas dans quelle situation nous nous trouvons en Syrie, au Yémen et aujourd'hui malheureusement à Gaza, avec toutes ces destructions qui se sont accumulées depuis une vingtaine d'années dans des conflits de haute intensité qui ont touché le proche Moyen-Orient. Alors pour répondre à votre question, aujourd'hui, l'énergie consommée est essentiellement une énergie carbonée. On estime que 95 millions de mètres cubes d'eau sont dessalés dans le monde chaque jour. Ça entraîne des émissions de gaz à effet de serre équivalent à 100 millions de tonnes de CO2. C'est énorme. Voilà. Donc l'enjeu demain, il est véritablement sur le couple nucléaire dessalement, y compris nucléaire miniaturisé. Moi, j'en suis convaincu. Et il est sur le solaire dessalement. Voilà. Et le royaume chérifien, le royaume du Maroc prend ce chemin avec des fermes solaires couplées à du dessalement. L'Arabie Saoudite prend ce chemin aujourd'hui parce que même s'il est très très riche en gaz et en pétrole, comme vous le savez, 2,5 kWh par mètre cube, avec une multiplication des usages, une multiplication des besoins. Parce qu'il y a encore 30 ans, une ville comme Riyad, euh, était alimentée par la côte Est, par des stations de dessalement de la côte Est à hauteur de 50%. Aujourd'hui, le dessalement qui alimente en eau Riyad, donc vous voyez Riyad, centre, au centre de l'Arabie Saoudite, vous avez trois water transmission lines qui partent de la côte Est. Et aujourd'hui, le dessalement, c'est 70% de l'alimentation en eau de Riyad parce qu'il n'y a plus rien dans les nappes. Voilà, et que les usages se multiplient. Parce que on parle beaucoup de sobriété, mais encore une fois, quand vous appelez le président Sisi, vous avez aujourd'hui une bombe démographique à gérer. 120 millions de personnes à horizon 2030. Ils ont dépassé les 100 millions de personnes quand on était en période de Covid, les 110 millions de personnes quand on était en période de Covid et 60% de la population a moins de 30 ans. Donc là, il y a une équation très simple. C'est comment je vais faire pour donner de l'eau à ces gens-là, comment je vais les nourrir, comment je vais les alimenter en électricité. Et l'une des conséquences du barrage Renaissance en territoire éthiopien, c'est aussi une menace potentiellement sur la régénération hydroélectrique du barrage d'Assouan. Donc, équation très, très difficile à résoudre. Voilà. Et le dessalement pourra permettre d'atténuer cette baisse du débit escompté du Nil en entrée de territoire égyptien sur fond de changement climatique. Parce que là aussi, on s'attend à des modifications pluviométriques très, très importantes sur un territoire comme l'Égypte et avec des conséquences sur le débit des fleuves. On n'a pas parlé de nous, nos propres prévisions, mais à horizon 2050, on estime que ce sera 20% de moins de débit dans nos rivières. Des études très sérieuses de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse, de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne disent qu'effectivement, moins de débit dans les rivières, donc beaucoup, beaucoup de conséquences, y compris sur la qualité des eaux. Et puis, des baisses de nappe à hauteur de 20-30%. Voilà, donc il va falloir qu'on fasse avec. Donc la sobriété, oui, absolument, c'est clé, mais pas que. Il va falloir augmenter l'offre en eau. Et moi, je pose très clairement la question, y compris à l'assistance, c'est que euh, merci à nos anciens. Merci à nos grands-parents qui ont permis le canal de Provence 1956. La Provence n'avait pas d'eau avant 56. Bon, aujourd'hui, la Provence est- connaît les conséquences du changement climatique, mais a de l'eau. Formidable.
merci au bassin Rhône-Languedoc. Vous savez que le bassin Rhône-Languedoc qui permet à la plaine d'Occitanie d'être alimentée depuis les eaux du Rhône. Sa création, c'est le fondateur de la compagnie Aménagement BRL qui signe sur le capot de la voiture de Mendes France en 1953, parce que ça se faisait comme ça un peu à l'époque, à l'arrache. Mais heureusement qu'on l'a, ça. Voilà. Et il va falloir repartir sur des infrastructures, je pense, comme ça, y compris de soutien d'étiage. Je terminerai juste en rendant hommage à l'EP Loire, l'établissement public Loire, qui a géré de main de maître l'un des barrages écrêteurs de crues sur la Loire amont. Il avait tellement plu jusqu'à 400 mm qu'on a fait des lâchers d'eau. Je ne sais pas si vous avez vu ces images hallucinantes à 1000 mètres cubes seconde. On n'avait pas vu ça depuis la création du barrage en 1983. Et ces ouvrages, il faut bien les construire. Parce que si on ne les a pas, ça a des conséquences énormes sur les crues. Et aussi, je ne vous raconte pas le rôle que ces barrages, que ce soit Villeray ou Nossac, ont joué en soutien d'étiage de la Loire en 2022, qui était une véritable mer de sable. Donc il faut, en résumé, aller vers beaucoup plus de sobriété, mais réfléchir très sincèrement aujourd'hui à l'apport d'infrastructures respectueuses de l'environnement et pour l'intérêt général et pas de l'infrastructure pour des intérêts particuliers. Je rebondis juste rapidement. Vous avez évoqué que la Californie voilà, faisait face à des grosses difficultés, effectivement, d'approvisionnement en eau. On peut souligner qu'il y a quand même là eu l'annonce très récemment de l'ouverture d'une espèce de ville Disney où ils vont faire un lagon de toutes pièces en amenant de l'eau. Enfin, donc c'est-à-dire, il y a un moment, moi je suis d'accord que peut-être il y a des endroits où il faut réfléchir à augmenter l'offre. Il y a des moments où on peut vraiment réfléchir sur la nature de l'offre. Et pareil pour je veux dire, les pays du Golfe, hein, oui, il y a eu beaucoup de dessalement, mais vu que ça n'a pas été accompagné d'une planification de la sobriété, on a une consommation d'eau aujourd'hui dans des pays du Golfe qui est supérieure à la situation pré-dessalement. C'est-à-dire, finalement, voilà, quand on augmente l'offre, on augmente la demande aussi. Enfin, c'est un peu, donc, il faut vraiment avoir je veux dire, une vision hyper intégrée de la chose. Donc, je vais répondre à la question sur les forages et autorisations de prélèvement. On a une très mauvaise vision de aujourd'hui ce que sont les petits forages parce que en dessous de 10 000 mètres cubes par an, voilà, ils sont un peu invisibles pour l'administration. Jusqu'à 200 000 mètres cubes par an, ils sont soumis à autorisation et entre les deux à déclaration. Le plan eau avait dit qu'en 2024, on reverrait ce seuil de déclaration des petits forages. À ma connaissance, c'est toujours pas fait, mais en même temps, on a une année 2024 un peu agitée au niveau politique. Les ministres se sont un peu succédés et prendre ce genre de décret, ça ne se fait pas forcément en un mois. Mais c'est un vrai sujet, notamment la région Normandie. Donc, je ne parle même pas du bassin Seine-Normandie, mais juste de la région Normandie. On est à plus d'1,5 milliard de mètres cubes quand on cumule tous ces petits forages. Donc, c'est-à-dire, c'est nous ce qu'on appelle un peu le passager clandestin du prélèvement en eau. C'est en fait voilà, beaucoup de petits forages, ça passe sous les radars, alors qu'en matière de gestion collective, ça peut être très voilà, ça peut vraiment jouer beaucoup, notamment dans des régions comme la Normandie où on va prélever dans la nappe souterraine, où on a des nappes assez réactives qui montent, qui descendent assez vite. Donc voilà, c'est le... Excusez-moi, je demande la parole depuis un bon bout de temps. Je ne sais pas si vous le voyez. Est-ce que... Allez-y, Julie, on ne voyait pas, mais Si. bien sûr. Alors évidemment, moi je travaille, et surtout que j'ai pris moins de temps. Mes collègues ont dépassé leur temps, donc si vous me permettez. Moi je travaille pour le CNRS, donc il est très très important pour moi que nos réflexions soient basées sur des études scientifiques et non pas sur des croyances. Alors, cette politique de l'offre qui a été menée, que ce soit au Maroc, avec la politique des barrages, avec la politique du dessalement d'eau de mer, avec la politique des barrages aussi en Espagne, c'était une politique de l'offre. C'est-à-dire que justement, on ne remet pas en question la légitimité de la demande. On la confond complètement avec un besoin. Et partout, toutes les études scientifiques ont convergé à la même conclusion, c'est que si on mène une politique de l'offre, on va augmenter la demande. Donc, quand notre collègue, M. Galland, a dit que la politique des barrages avait été menée par Hassan II, c'est tout à fait juste, et que maintenant, ça ne suffit plus, bah, forcément. Si on mène une politique de l'offre, on va forcément arriver à un point où on va dire, ah, il faut encore plus.
Et c'est ça le problème auquel on fait face. Et ce dont on a besoin, c'est une politique de gestion de la demande et non pas de gestion de l'offre. Et si on dit le dessalement d'eau de mer, on n'a pas le choix, on ferme la porte à cette gestion de la demande. Oui, on a le choix. Partout où on construit ce dessalement d'eau de mer, on peut poser la question, y aurait-il eu une alternative? Y avait-il un moyen d'agir sur les processus sociaux et économiques qui déterminent la forme de la courbe qu'est la demande? Parce qu'un besoin, c'est déterminé par la physiologie. Un besoin, c'est un point. Une demande, c'est une courbe. C'est la quantité d'un bien marchand qu'une population est prête à acheter à un prix donné. Et ça résulte de processus sociaux et économiques sur lesquels on peut agir. Merci à mon collègue Alexis qui a parlé de ce parc Disneyland. Je pourrais vous multiplier les exemples. À Barcelone, la station de dessalement d'eau de mer qui a été construite, elle est en face de rizières irriguées par submersion. C'est assez extraordinaire. On ne peut pas dire qu'on manquait d'eau. On ne peut pas dire qu'on avait un besoin d'eau domestique. L'eau était là. On a choisi de faire une station de dessalement. Prenons celle qui est à Londres, la station de dessalement d'eau de mer à Londres. Elle ne fonctionne qu'à 5% de capacité. Pourquoi? Parce que si on ne l'utilise pas, l'infrastructure va se dégrader. Parce que sinon, si on ne pouvait ne pas l'utiliser du tout, on ne l'utiliserait pas. Qui finance? Quels sont ces processus socio-économiques qui multiplient les stations de dessalement d'eau de mer au travers de la planète? Ce sont les fonds de pension. Parce que si vous êtes un fonds de pension, vous cherchez un investissement qui est absolument stable, qui va rapporter et qui ne sera pas risqué. Or, les frais d'amortissement de construction d'une station d'épuration et les frais d'opération sont inclus dans notre facture d'eau. Et la facture d'eau, c'est bien la dernière facture que vous allez arrêter de payer. Donc, c'est un investissement on ne peut moins risqué pour un fonds de pension. Et cette pression des investisseurs est énorme pour construire les stations de dessalement partout dans le monde. En général, pour la majorité de ces stations, il y avait des alternatives beaucoup moins chères qu'on aurait pu contempler. Et si on ne prend pas cette habitude de gestion de la demande, ça sera toujours la course à l'échalote. On arrivera toujours à un point où on dira on manque d'eau, il en faut plus. Merci beaucoup, Julie, d'avoir déjà repris la parole, parce que vous n'avez pas vu, et ensuite d'avoir insisté sur ces points clés, d'insister plutôt sur l'offre et la demande, et d'être vigilant aussi de la manière dont on prend cette question-là. On va conclure ce propos grâce à Julie, et merci à tous du coup d'avoir été là. Merci à tous les intervenants pour la qualité de vos présentations et de vos expertises. Je vous rappelle aussi que la note est désormais disponible en ligne, donc n'hésitez pas à aller la regarder, la télécharger, regarder toutes les cartes, toutes les questions que vous n'avez pas pu poser. Vous trouverez peut-être certaines réponses dans cette note. Merci à vous en présentiel et à vous en ligne pour toutes vos questions. Bonne soirée et à très bientôt. Merci.